Rin ne peut être Rin que si elle est vivante. C'est le monde ninja qui est responsable de ce drame, Kakashi. Les villages, les confréries et les clans. C'est en ce système et ce monde fait d'impostures que j'ai totalement perdu espoir. Je n'ai plus rien à la place du cœur, Kakashi. Je ne ressens plus rien, plus aucune douleur. Alors je te le répète, il est inutile de culpabiliser. Tu vois ce trou béant? Ce n'est rien d'autre qu'une porte donnant sur l'enfer. Pendant longtemps, j'ai eu la souffrance pour seul horizon, mais j'ai compris que c'était une voie sans issue. Alors j'ai décidé de m'en débarrasser, de supprimer la souffrance. Toi aussi tu souffres, n'est-ce pas? Je t'ai vu souffrir devant la tombe de Rin, devant la mienne. Pourquoi veux-tu continuer à endurer cela? L'Obito dont tu parles, celui de tes souvenirs, il est là lui aussi. Un jour je deviendrai Hokage. Qu'as-tu à reprocher à mon monde imaginaire? Vas-y, je t'écoute. Dans la réalité, les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Et trop souvent, les secours arrivent trop tard. Tu sais bien que c'est ce qui s'est passé pour moi. Oui, c'était trop tard pour moi. Tu ne peux pas prétendre le contraire. Comment pourrais-je combler ce vide en revenant à la réalité? Rin était tout pour moi, mon rayon de soleil, l'amour de ma vie. Ma foi en l'avenir s'est évanouie. J'ai décidé de parcourir la Terre sous l'identité de Madara. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est on ne peut plus vrai. Malgré mon Sharingan, je ne distinguais plus rien. La vie semblait avoir disparu. Avec un peu de bonne volonté, tu t'en apercevrais aussi. Après tout, nous voyons exactement la même chose à travers notre pupille. Il suffit parfois d'être bien entouré pour reprendre goût à la vie et voir l'espoir renaître. J'en suis intimement convaincu. Obito. Quand on pense à Obito, on imagine souvent le grand manipulateur, le cerveau de l'Akatsuki, l'homme derrière le masque. Mais de base, c'est juste un enfant. Un enfant un peu simplé, qui est toujours en retard, qui se fait sans cesse recadrer par Kakashi, et qui se sent complètement transparent. Dans son propre clan, il ne brille pas. Il n'a rien du génie que pouvait être Itachi, ni du prestige qu'avait le reste de son clan. Obito, c'est celui qu'on regarde à peine. Il est ordinaire, presque banal. Et c'est justement ça qui le rend touchant. Il n'a pas de don spectaculaire, pas de regard admiratif posé sur lui, pas de destin écrit à l'avance. Et malgré tout ça, il sourit. Il garde espoir. Il continue de se dire qu'un jour, lui aussi, il aura sa place, que les autres finiront par le voir. Et c'est là que naît son rêve, devenir Hokage. Pas pour régner, pas pour être le plus fort, juste pour être remarqué, pour exister dans le regard des autres. C'est un rêve qui ne vient pas de l'ambition, mais du manque. Il le dit lui-même avec cette innocence presque douloureuse, « Je veux devenir Hokage pour mettre fin aux guerres ». On est loin de l'ego, on est plutôt dans une forme de blessure affective profonde. Obito veut juste qu'on lui dise un jour « Toi aussi, tu as de la valeur ». En fait, c'est tout ce qu'il cherche, de la reconnaissance, le sentiment qu'il compte. C'est l'histoire d'un enfant seul qui croit encore que son sourire suffira à changer les choses. Et ça, c'est exactement ce qu'était Naruto au début du manga. Même pureté, même défaut, même rêve. Obito, c'est littéralement le Naruto qui n'aurait pas sombré, qui n'aurait pas dévié de sa route, qui aurait réussi à sortir la tête de l'eau. Et ça change tout. C'est là que l'histoire bascule. Là où Naruto a été sauvé par les liens qu'il a créés, Obito, lui, va être englouti par ses manques. Il ne va pas plier, il va se briser. Et on va voir naître l'un des antagonistes les plus complexes du manga. Psychologiquement, ce qu'on voit chez lui à ce moment-là, c'est une construction fragile. Obito se définit uniquement par ce qu'il espère devenir. Il ne vit pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il voudrait qu'on voit en lui. Sa confiance en lui est dépendante du regard des autres. Et c'est extrêmement dangereux, parce que quand ce regard le rejette ou l'ignore, il ne sait plus qui il est. Il doute, il s'efface, il s'enferme. On est face à une blessure narcissique typique, celle de l'enfant qui ne s'est jamais senti assez et qui rêve, désespérément, de devenir quelqu'un pour les autres, mais jamais pour lui. À ce stade, Obito incarne un idéal nietzschéen, la volonté de puissance dans le sens pur du terme. Pas pour dominer les autres, mais pour s'élever au-dessus de sa propre condition. Il ne veut pas prendre la place des autres, il veut prouver qu'il peut, lui aussi, exister. C'est noble, c'est profond. Et c'est terriblement fragile. Parce que cette volonté, elle ne repose pas sur une base solide. Elle tient sur des espoirs, et quand ces espoirs vont être brisés, le rêve d'Obito va se transformer en cauchemar. Quand Obito se réveille dans la grotte de Madara, tout a changé, mais il ne le sait pas encore. Il pense avoir été sauvé, il pense pouvoir revenir, il croit encore au monde. Ce qu'il ignore, c'est que ce moment précis marque le début de sa disparition. Et ce n'est pas la disparition d'un corps, c'est celle d'un cœur, d'une croyance, d'un être humain. Quand il se remet debout, à moitié transformé en Zetsu, il n'a qu'un seul objectif, retrouver ses camarades. Ce n'est pas la vengeance qui l'anime à ce moment-là, c'est l'amour, la peur,
l'urgence de protéger ce qu'il a de plus cher. Il court littéralement pour sauver ce qui lui reste d'humanité, et c'est là que tout bascule. Obito arrive trop tard. Il voit Rin transpercée de la main de Kakashi, son ami, son frère d'armes, un des seuls à l'avoir réellement reconnu. Il ne comprend pas, il n'a pas le temps, c'est trop violent, trop absurde, et surtout, trop réel. À ce moment-là, c'est son monde entier qui explose, et il n'y a pas de mots, pas de débat, juste un hurlement, juste du sang, juste cette certitude glaciale, le monde réel est un enfer. Et Madara n'a même pas besoin d'en rajouter, il se contente d'être là, de ramasser les morceaux, de murmurer « Tu vois, je t'avais prévenu ». Obito ne choisit pas de devenir un criminel, il renonce à être humain. Il abandonne tout ce qui faisait de lui une personne, ses rêves, ses émotions, son identité. Il ne devient pas mauvais, il devient vide. Et c'est cette vacuité qui va lui permettre de porter le masque, de manipuler l'Akatsuki, d'infiltrer le monde. Il n'est plus Obito, il est Obi. Il est personne. Ce qu'on voit là, c'est le cœur d'un personnage, un homme qui n'a jamais choisi le mal, mais qui s'éteint pour ne plus jamais avoir mal. C'est ça, la tragédie d'Obito. Il n'est pas devenu fou, il est devenu froid. Logique, implacable. Il a regardé le monde en face et a conclu « Ce monde ne mérite pas qu'on y croie ». Ça, c'est une fracture psychique très identifiable. C'est ce qu'on appelle en psychologie une dissociation post-traumatique. L'individu sépare complètement son affect, sa conscience, de l'événement vécu. Pour survivre mentalement, il a créé un autre lui-même, un masque, une armure. Et ce masque, c'est Obi. Mais le plus glaçant, c'est que derrière ce masque, ce n'est pas la haine qu'on trouve, c'est un immense vide existentiel. Obito ne veut plus gagner, il veut plus être Hokage, il ne veut plus exister. Ce qu'il veut, c'est que tout cesse, que le monde s'arrête, que plus rien ne fasse souffrir personne. Parce que s'il souffre, c'est que le monde est mauvais, et s'il supprime le monde, il supprime la souffrance. La Rin qu'il a perdue n'est pas unique. Toutes les personnes sont susceptibles de perdre leur propre Rin, et ça, Obito le refuse. Il refuse que tout le monde connaisse sa souffrance, il refuse que toutes les Rins du monde aient à mourir pour un monde pourri jusqu'à l'os. Alors ils veulent changer ce monde dans lequel les souffrances sont légion. C'est là qu'intervient la dimension philosophique. Obito, à ce moment-là, incarne à la perfection la pensée de Schopenhauer, et plus précisément l'idée que le monde est voué à la souffrance, que tant que l'homme désirera, tant qu'il aimera, il souffrira, et que pour sortir de cette souffrance, il faut renoncer à vouloir. Renoncer au monde lui-même. C'est exactement ce que propose le Tsukuyomi infini. Un rêve sans souffrance, une paix sans conscience, une mort maquillée en illusion. Ce n'est donc pas un plan diabolique, c'est une solution désespérée. Obito ne veut pas dominer le monde, il veut le désactiver. Il veut tuer la douleur, il veut mettre un pansement sur une plaie béante, en anesthésiant tout. Et ce qui rend ce moment encore plus déchirant, c'est qu'à aucun moment, il ne se dit que lui aussi pourrait guérir. Il ne pense même pas que c'est une option. Pour lui, la douleur a tout détruit. Et donc il faut détruire le monde pour que plus jamais un enfant comme lui ressente ça. Son basculement arrive alors ici. Fini la volonté de devenir Hokage, fini la volonté d'être reconnu. Place au projet Œil de la Lune, place à une solution désespérée, mais viable. Après la mort de Rin, Obito ne rentre pas au village. Il ne cherche pas à expliquer ce qu'il a vu, il ne cherche pas à confronter Kakashi. Il disparaît, littéralement et symboliquement. Et lorsqu'il revient, ce n'est plus lui. Le garçon au grand cœur et au rêve de devenir Hokage est devenu un fantôme. Plus de nom, plus de sourire, plus d'espoir. Juste un masque le cachant au monde et une voix sans visage qui se fait appeler Toby. Mais ce n'est pas simplement un déguisement. Ce masque, c'est une mue. Une seconde peau qu'il s'est imposée pour ne plus jamais être vulnérable. Il ne s'agit pas de cacher son identité aux autres, mais de l'effacer aux yeux du monde. Et surtout, à ses propres yeux. Le nom Obito est devenu un poids trop lourd à porter. Un rappel constant de ce qu'il a perdu, de ce qu'il aurait pu devenir. Alors il l'abandonne. Il devient un concept, une silhouette floue qui avance dans l'ombre avec un seul objectif. Plonger le monde entier dans une illusion parfaite où la souffrance n'existe plus. Et le plus terrifiant, c'est qu'il y parvient presque. Il commence par jouer les imbéciles au sein de l'Akatsuki, dissimulant son intelligence et ses intentions derrière un comportement puéril. Il devient un pantin, un rôle secondaire que personne ne prend au sérieux. Mais ce n'est qu'un jeu, une couverture, parce que derrière les grimaces et les petites danses, il manipule, il observe, il tisse une toile. Et le jour où il jette ce masque de débile pour en enfiler un autre plus menaçant, il ne prétend plus être personne. Il prétend être Madara Uchiwa, pas par orgueil, pas pour se faire aimer ou admirer, mais parce que Madara est un nom qui inspire la peur. Un outil parfait pour manipuler les grandes nations et les faire plier. Obito n'a plus besoin d'identité. Il se fond dans un symbole, parce qu'un symbole ne souffre pas. Un symbole n'a pas de regrets. Et surtout, un symbole ne ressent plus rien. Mais cette illusion n'est pas parfaite. Parfois le masque se fissure, une hésitation face à Kakashi, un tremblement quand Naruto parle d'espoir, un regard qui trahit quelque chose de profondément humain. Parce que malgré tout, Obito n'a jamais réussi à mourir complètement. Il a tout fait pour l'étouffer, pour oublier, pour se convaincre que ce qu'il fait est juste. Mais au fond de lui,
le gamin qui voulait devenir Hokage n'a jamais véritablement disparu. Il est juste prisonnier derrière son masque. Et c'est là que réside toute la douleur de ce personnage. Il n'est pas devenu un monstre par goût du mal, il est devenu un monstre pour ne plus jamais avoir à souffrir. Mais surtout, pour que le monde n'ait plus à souffrir. Il veut être la dernière personne à avoir souffert de la perte de sa Rin. Son plan n'est donc pas une vengeance, c'est une solution, une folie rationnelle, un ultime effort pour transformer un monde qu'il a détruit en un monde qui ne pourra plus jamais blesser personne. Pendant des années, Obito avance sans jamais regarder en arrière. Il agit mécaniquement, froidement, comme s'il avait verrouillé toutes ses émotions derrière ce masque. Il s'est convaincu qu'il ne ressent plus rien, qu'il est passé de l'autre côté, que le monde réel n'a plus aucun pouvoir sur lui. Et pourtant, la guerre commence à le réveiller. Au fil des affrontements, les souvenirs reviennent, malgré lui. Ce ne sont pas de simples flashbacks, ce sont des failles dans son armure, des instants où l'ancien Obito se superpose à celui qu'il est devenu. Quand il fait face à Kakashi, il ne voit plus un ennemi, il voit un frère qui l'a abandonné, trahi, mais aussi aimé. Il voit le miroir de ce qu'il aurait pu être, et ce miroir est insupportable à regarder. Et puis il y a Naruto, le gamin au regard pur, à la volonté en acier trempé. Naruto, c'est le pire cauchemar d'Obito, parce qu'il lui ressemble de trop. C'est littéralement lui, mais qui n'a pas basculé. Qui a souffert, qui a perdu, mais qui a choisi de rester debout. À chaque mot, Naruto est une accusation vivante, une preuve que le chemin d'Obito n'était pas inévitable, qu'il aurait pu faire autrement. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Pas encore. Alors il résiste, il continue de parler de son plan, de paix, de justice, de monde idéal. Il essaie de croire à ses propres mensonges, mais on sent que quelque chose vacille. Il devient plus brutal, plus agressif, parce qu'il sent que son monde intérieur est en train de s'effondrer. Pas à cause d'une attaque, mais à cause d'un mot, une phrase, un souvenir, une main tendue. Naruto est la représentation de l'ancien Obito que le nouveau a dû abandonner. Une bataille éclate alors en son fort intérieur. Le Obito qui avait la volonté de changer le monde par amour, face au Obito qui a la volonté de le changer par tristesse. En voyant Naruto, il se voit, il se reconnaît, il se sent mal. Il essaie à tout prix de le faire basculer pour se prouver à lui-même que basculer était inévitable. Il tue ses compagnons, il tue Neji, il remet en question ses certitudes. Et pourtant, Naruto ne faiblit pas. Il reste ce qu'il a toujours été, un individu qu'on ne peut pas corrompre. Et c'est là que la cassure avec Obito se crée, parce que lui n'a pas eu cette force mentale. Il n'est plus sûr de rien, il est devenu un champ de bataille entre deux Obito, celui qui a tout perdu et celui qui a cru pouvoir devenir Dieu pour compenser, celui qui voulait sauver le monde et celui qui veut le punir, celui qui pleure encore Rin et celui qui veut l'oublier. C'est là qu'on voit la profondeur tragique de ce personnage. Il ne lutte pas contre les autres, il lutte contre lui-même. Et cette lutte est silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Parce que plus il avance pendant la guerre, plus il est confronté à son propre reflet. Et ce reflet lui dit une chose terrifiante. Tu n'es pas irrécupérable. Tu peux encore changer. Mais pour cela, il faudra affronter la douleur. Et ça, il ne sait pas s'il en est encore capable. La guerre touche à son paroxysme. Obito n'est plus simplement un manipulateur de l'ombre, il est devenu le centre du champ de bataille. C'est lui qui déchaîne la puissance de Jubi, lui qui devient l'hôte de la bête, lui qui affronte les ninjas les plus puissants en se proclamant le sauveur d'un monde qu'il accuse d'être pourri jusqu'à la moelle. Il se présente comme celui qui va sauver le monde, mais derrière cette façade toute puissante, ce n'est pas l'assurance qui transparaît, c'est la désespérance. Parce que même s'il est au sommet de sa force, même s'il contrôle l'être le plus redoutable de l'univers, Obito est seul, plus seul qu'il ne l'a jamais été. Il n'a plus de visage, plus de voix qui lui appartiennent, plus de rêves personnels. Il n'est plus qu'un relais du Tsukuyomi infini, un automate dont la seule mission est de détruire la réalité pour imposer une illusion éternelle. Mais cette solitude n'est plus supportable, parce qu'à chaque instant, Naruto continue de parler, de résister, de toucher son cœur sans le savoir. Naruto n'a jamais connu Obito, il n'a jamais vu le gamin qui rêvait d'être connu, le gamin qui lui ressemblait. Mais il comprend son désespoir, car il le porte lui aussi. Et c'est ça qui fissure définitivement l'armure d'Obito. L'échange entre ces deux-là est fondamental. Naruto lui dit Tu te voiles la face, malgré ce que tu essaies de nous faire croire. Tu resteras toujours l'ami de Kakashi-sensei, le disciple de mon père, un membre du clan de Sasuke, l'enfant qui partageait le même rêve que moi, et un ninja de Konoha. Toutes ces belles paroles, où veux-tu en venir? As-tu seulement une proposition à me faire? Je veux simplement que tu redeviennes Obito Uchiwa. Je te l'ai déjà dit. Je n'aurai pas de répit tant que je ne t'aurai pas arraché ton masque. Cette phrase, c'est un choc émotionnel immense. Parce qu'elle ne nie pas ses crimes, elle ne minimise pas sa douleur, elle reconnaît tout, mais tend la main vers lui. Et pour la première fois depuis la mort de Rin, Obito se voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre, sans haine. Ce moment marque le début de la chute. Pas de la chute de l'antagoniste, mais celle du masque, celle du mensonge. Obito n'est pas Madara, il n'est pas Tobi, il n'est pas un dieu.
il est juste un garçon qui n'a jamais su gérer sa douleur. Et ce garçon, une fois démasqué, n'a plus d'échappatoire. Il doit, pour la première fois depuis très longtemps, regarder la vérité en face. Et c'est là qu'il fait le choix le plus courageux de sa vie, se sacrifier. Encore. Obito aurait pu fuir, il aurait pu mourir en martyr de sa propre illusion, mais il fait le contraire. Il s'interpose pour sauver Naruto et Kakashi, ceux-là même qu'il a tenté d'éliminer. Il donne tout ce qui lui reste, son corps, son chakra, sa dernière volonté, pour protéger une génération qu'il ne connaîtra pas. Et dans cet ultime acte, il ne demande ni pardon, ni gloire. Il sait qu'il ne mérite rien, mais il espère en silence redevenir celui qu'il a toujours voulu être. Un ninja qui protège ses camarades, un ninja digne de Konoha, un homme qui n'a pas trahi jusqu'au bout. Il ira même jusqu'à encourager Naruto à poursuivre son rêve, à réaliser ce que lui-même n'a jamais pu accomplir. Naruto, à l'avenir, tu connaîtras d'autres peines et d'autres déconvenues. Mais cela ne changera pas la personne que tu es au fond de toi. Tu sauras toujours faire triompher tes valeurs. Un jour, tu m'as dit que tu ne revenais jamais sur ta parole, car tel était ton indo. C'est bien ça? Oui. Naruto, quoi qu'il advienne, il faut que tu deviennes Hokage. Ce geste n'efface pas ses crimes, mais il les dépasse, parce qu'il montre que même au fond du gouffre, même après des années de haine, de manipulation et de mort, il est encore possible de revenir. Et je pense que ça vous rappelle quelque chose. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. Ce n'est pas un pardon, c'est une vérité humaine. Aucune douleur ne justifie le mal, mais aucune douleur ne condamne à l'être éternellement. Et c'est sans doute ça, la tragédie magnifique d'Obito. Il est tombé plus bas que quiconque, mais c'est aussi parce qu'il est tombé si bas que sa remontée touche autant. Il nous rappelle que même dans le pire des enfers, il peut rester une lueur, un souvenir, un sourire, une flamme. Et c'est peut-être cette petite flamme-là, celle qu'il retrouve juste avant de disparaître, qui fait d'Obito l'un des personnages les plus bouleversants et les plus humains de tout Naruto. Mais enfin bref, si je devais résumer tout ça, je dirais que Naruto et Obito incarnent à la fois des trajectoires et des choix de vie radicalement opposés, mais leurs chemins sont profondément liés par une même blessure originelle et une quête d'identité. Bon, je pense que vous le savez, mais tous deux ont grandi dans la solitude et l'abandon. Obito, croyant avoir tout perdu, sombre dans le désespoir et choisit d'enfermer le monde dans un rêve illusoire, rejetant la réalité. Naruto, lui, malgré sa souffrance d'enfant orphelin et rejeté, choisit de s'accrocher à l'espoir, à la réalité et aux liens humains. Cette opposition montre comment une même blessure peut engendrer des réponses psychologiques aux antipodes, le repli destructeur ou la résilience constructive. L'une des clés de cette dualité, c'est la notion de masque au sens propre comme figuré. Obito porte un masque, symbolisant son refus de montrer sa véritable nature et son désir d'effacer son identité pour incarner un idéal, Tobi, puis Madara. Naruto, lui aussi, porte un masque social, celui du ninja au regard clair, mais il ne le cache jamais vraiment, car il affirme son identité à travers ses relations et ses émotions sincères. Là où Obito se cache derrière la colère et la douleur, Naruto s'expose, incarnant la transparence et la force de l'acceptation de soi. Les deux personnages illustrent aussi la lutte entre fatalisme et libre arbitre. Obito, écrasé par les événements, croit que le monde est irrémédiablement corrompu et qu'il faut le réparer entre guillemets par la force, même si cela implique la destruction. Naruto, au contraire, rejette cette vision, refusant que le passé détermine son avenir. Son combat face à Obito est aussi symbolique d'une lutte philosophique, celle de la volonté de changer le monde par la compréhension et la compassion, contre celle de le plier par la puissance et l'illusion. Enfin, leur dualité s'exprime pleinement dans leur rédemption respective. Obito ne reste pas figé dans sa haine, son retour progressif vers la lumière, inspiré notamment par Naruto, montre la possibilité de rachat. Naruto, en incarnant cette lumière, fait écho à l'ombre d'Obito, démontrant que la véritable force n'est pas dans la victoire par la destruction, mais dans la capacité à faire changer les cœurs. Vous l'aurez compris à travers cette vidéo, Obito est un reflet de Naruto comme il en existe tellement dans ce manga rempli de parallélismes. Mais lui, il a quand même une saveur particulière parce qu'il se construit sur une très longue période. C'est un Naruto qui aurait perdu espoir, un Naruto qui n'aurait pas eu le bon entourage pour remonter à la surface, un Naruto trop sujet à ses émotions, un Naruto Uchiwa. Avec tout ce qui a été fait dans le manga, osez me dire que le personnage d'Obito est mauvais. Obito, sans déconner, c'est sans aucun doute le second personnage le plus mal écrit juste derrière cette connasse de Tsukiki. Et encore ça joue pas à grand chose. Oui, alors j'étais amoureux d'une gonzesse qui n'en avait jamais rien eu à foutre de ma gueule et qui se voulait se faire mon pote, même après que je sois mort entre guillemets pour la sauver. Mais comme au final je suis pas mort et qu'elle elle s'est fait buter quand même, bah je suis devenu méchant et je vais essayer de détruire le monde. Mais en fait, je suis manipulé par un mec mort qui est la réincarnation d'un demi-dieu qui veut se venger de son frère qui est lui-même manipulé par un autre mec bizarre qui souhaite libérer sa maman lapin qui se trouve être la mère du père du mec qui s'est réincarné en mec qui m'a manipulé pendant qu'il était mort. Et je vais devoir me battre contre deux mecs qui sont les réincarnations du mec qui m'a manipulé et de son rival qui lui aussi est la réincarnation d'un des fils du mec qui est le fils de la mère du gars qui nous a tous manipulés, qui suit ensuite la logique et lui-même manipulé par le destin. Ouais,
Bon, je pense qu'après cette vidéo, vous avez compris qui est Obito Uchiwa. Littéralement, l'un des meilleurs personnages de cette œuvre, tant sa construction est touchante, cohérente et travaillée. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, Obito est-il un bon personnage? Avez-vous un moyen de me prouver le contraire? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, c'est au tour de Boruto. Je vous l'avais promis, vous l'aurez.